Amis joueurs, bonjour, je suis extrêmement ravi encore une fois de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est Thomas et c'est sur la chaîne Il était un jeu, en partenariat avec Lucky Duck Games que je remercie très chaleureusement. Ils m'ont permis de vous présenter cette boîte à nouveau après la saison 2 de Dice Throne. Voici Dice Throne Adventures, la version coopérative de Dice Throne qui a été éditée il y a 2-3 ans en VO. Cette fois-ci, c'est en VF qui va sortir en financement participatif à partir du 15 février sur Game on Tabletop. Je vous laisse évidemment cliquer sur le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur cette future campagne en VF. Dice Throne Adventure, qu'est-ce que c'est? C'est Dice Throne en version Adventure. Ouais, vous allez me dire c'était facile celle-là, mais c'est en fait autant Dice Throne saison 1 et saison 2 qui va arriver aussi nous permettaient de se confronter face à face en duel. Souvent la configuration à 2 c'est celle qui est le plus jouée. On peut aussi jouer en équipe de 2, en équipe de 3, chacun pour soi. Ça reste quand même le 1 contre 1 qui est le plus joué. Ici c'est totalement coop. À 1 en solo, 2, 3 ou 4, c'est tout le monde contre le jeu. Explorer des donjons, le portail. Qu'est-ce qu'on va y trouver derrière ces portails? On va y retrouver des héros déchus qui ont préféré devenir serviteurs du mal auprès du roi fou plutôt que de laisser la mort les emporter. C'est là aussi toute l'originalité du jeu. On va retrouver des héros bien connus de la boîte 1 et de la boîte 2, saison 1 et saison 2 de Dice Throne, mais dans leur version maléfique. Pas de spoil, je ne vais pas tout vous dévoiler. On va regarder comment explorer les donjons, comment ça se trame, comment on va jouer les ennemis, parce qu'on va rencontrer de multitudes d'ennemis pendant le jeu, comment scorer, quel est le but du jeu. On va voir tout ça, le matériel, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en aura forcément pour son argent. J'espère que vous êtes aussi bien installés que moi. Allez, c'est parti, découvrons ça ensemble les amis. Avant toute chose, dans le jeu, il n'y a pas de héros. Il faudra vous procurer avant tout une boîte, un bundle. Ça existe en version de 2 héros dans des boîtes. Donc, il y a 4 boîtes par saison. Vous pouvez aussi vous procurer, comme c'était le cas pour moi, la saison 1, voire la saison 2 qui va sortir aussi bientôt en VF, avec les 8 protagonistes de chaque saison. Vous en choisissez un. Ou alors laissez le hasard faire peut-être au fur et à mesure des parties que vous ferez. En tout cas, chaque joueur va choisir un héros parmi ces boîtes-là. Et c'est parti. Comme je vous le disais, on va devoir arpenter des sortes de donjons générés aléatoirement parmi des niveaux 1, 2, 3, 4 et affronter aussi de nombreux boss jusqu'à arriver au roi fou, tenter de le vaincre et de récupérer le trône pour son propre héros. Pour cette explication de jeu, j'ai choisi un de mes héros préférés. J'adore le moine, mais j'adore aussi le tréant. C'est un de mes personnages préférés, une sorte d'Ent dans le Seigneur des Anneaux. Surtout parce qu'il a des capacités de pouvoir se régénérer, gagner des points de vie, générer aussi des esprits au fur et à mesure des tours, parce qu'il a un effet passif. Bref, si vous connaissez pas toutes les règles détaillées de Dice Throne, je vous laisse cliquer juste ici, hop là, parce que je vous ai préparé une vidéo, vous êtes pas mal déjà à l'avoir vue, avec toutes les caractéristiques, tous les combats, comment générer les dégâts, comment gérer les défenses, etc. Je vais pas forcément y revenir dessus, donc n'hésitez pas à cliquer si vous voulez en savoir un peu plus. Déjà, au niveau du matos, qu'est-ce qu'on retrouve dans Dice Throne Adventure? Tout d'abord, on a 4 inserts, chacun avec sa propre fonction. On a un premier insert avec tous les jetons qu'on va pouvoir récupérer comme butin, tous les pouvoirs aussi que les ennemis vont pouvoir générer. Il y en a beaucoup, c'est comme les pouvoirs des héros. Il y en a quelques-uns de nouveaux. On pourra retrouver tous les pouvoirs, tous leurs effets au dos du livret de règles. Juste, hop là, juste ici. Vous allez tout retrouver, tous les effets. Est-ce que ce sont des effets positifs? Est-ce que ce sont des effets négatifs? Est-ce que ce sont des effets, des altérations d'état, tout simplement? Comment les mettre en place? Etc. Il y a aussi, et ce qui est très important, le stack limit, savoir la limite d'empilement, c'est-à-dire finalement combien de dégâts, combien d'altérations d'état je vais pouvoir donner et engager sur chacun des protagonistes, que ce soit les héros ou que ce soit les ennemis. Bref, vous avez tout le détail au dos, c'est plutôt bien fichu. Voilà, je vous laisse y référer quand vous aurez le jeu entre les mains. La deuxième boîte, il y a toutes les cartes. Que ce soit les cartes qui vont générer les ennemis, les cartes qui vont générer les donjons, les cartes aussi, les decks uniques de chacun des boss du jeu, avec le deck d'attaque et le deck d'amélioration de puissance et de capacité. On a des cartes de loot, des communes, les vertes, les rares en bleu, les épiques en violet et en orange ou doré, ça serait un peu plus prestigieux. Les légendaires, c'est des cartes qu'on va récupérer au fur et à mesure du jeu pour étoffer notre paquet. Ce sera des fois des cartes totalement nouvelles. Parfois, ce sera des évolutions des cartes qu'on a déjà dans notre paquet de cartes.
Bref, il y a de quoi faire. Regardez, il y en a quand même vraiment pas mal. Et ensuite, tout au fond, on retrouve les fameuses tuiles avec lesquelles on va jouer sur les donjons avec différents niveaux, 1, 2, 3 et aussi 4. Et ce seront des tuiles aléatoires avec des bonus, des malus, des effets sur chacune de ces tuiles qu'on va révéler au fur et à mesure de notre exploration et que on va donc découvrir pendant notre aventure. On retrouve aussi, je les ai pas ouverts, je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a 4 paquets Legacy. Je sais pas comment les ouvre, c'est pas marqué dans les règles. Au fur et à mesure, eh bien, j'imagine qu'on va devoir les ouvrir avec des nouveaux, peut-être, ennemis, des nouvelles tuiles, etc. Je sais pas. Je vous laisserai découvrir aussi tout ça. C'est pas marqué, donc grosse surprise. En tout cas, moi, ça me donne super envie de finir l'aventure parce que le jeu est quand même pas facile. Hein. J'ai déjà perdu quand même pas mal de fois. Il y a quand même un peu de challenge, que ce soit en mode normal ou en niveau difficile, car oui, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et bien sûr, si je réussis l'aventure en mode difficile, eh bien, je générerai toujours plus de points. Et bien justement, ces points, comment ils sont générés? On a une fiche de scoring de la campagne qui va nous permettre de savoir où on s'est arrêté. Hop là, on voit les différents scénarios, les différentes sessions qu'on va pouvoir faire. Bien sûr, un scénario, si je le perds, eh ben, je le refais, je devrais le retenter jusqu'à que j'y arrive. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de tentatives de possibles. Quand on va gagner, on verra ça tout à l'heure, quand on va gagner des points, on va marquer tout ça dans le vert, que ce soit l'or qu'on aura récolté, le loot qu'on n'aura pas dépensé, le nombre de tuiles si on arrive à toutes les explorer, etc. Et si on perd, eh bien on mettra un petit score dans le rouge, on mettra -10. À la fin, ça nous donnera un score. Le but, c'est peut-être de comparer nos scores avec nos personnages selon la difficulté que vous aurez mise en avant sur la communauté internet de Dice Throne. Bon, et si on regardait un petit peu comment ça se joue? Comme je vous l'ai dit, le jeu va séparer deux phases de jeu assez différentes. L'exploration d'un portail et ensuite une phase de boss. Portail, boss, portail, boss, portail, boss. Ainsi de suite, il y aura 8 sessions successives pour arriver jusqu'au roi fou, tenter de lui piquer le trône et de tout faire pour être le héros parmi tous les héros. La construction du donjon, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, on va tirer au hasard parmi les fiche numéro 1, il y en a plusieurs. On va tirer au hasard une carte et voir la configuration de donjon que ça nous propose. Donc par exemple, si je tire hop, une carte au hasard, hop là c'est parti, voilà, on regarde, ça me donne cette configuration-là de donjon. Et qu'est-ce que je retrouve sur cette tuile, sur cette carte? Je retrouve donc le niveau, comme je vous l'ai dit, ça va de 1 à 8. La génération de donjons aléatoires avec les tuiles de niveau 1, les tuiles de niveau 2, les tuiles de niveau 3, ça c'est la case de départ en rouge. Et ici, ça va être notre objectif final avec un dé orange, enfin un dé noir sur fond orange. Eh bien, ce sera là, ça, le but du jeu, ça va être de remettre les 3 faces de dés à l'intérieur de cette tuile pour explorer la tuile finale, générer un monstre de niveau 4 et franchir le portail. On va mettre tous les éléments de loot aussi sur notre donjon. Donc, les 3 faces de dés orange. Ceci, ce sont des potions. Quand on va arriver dessus, on va récupérer ça. Je vous explique ça tout à l'heure. Et ici, ça va être différents loots qu'on va positionner, qui auront différents niveaux et avec lesquels on va générer de manière aléatoire des gains. Ces gains de loot, on va pouvoir s'y référer sur cette planche. C'est super bien fait. En fonction du niveau de loot, on va lancer un superbe dé de 20 faces. Et en fonction du chiffre qu'on aura fait, eh bien, on va tout simplement récolter le bonus qu'il y a en dessous. Que ce soit de l'attaque supplémentaire, des points de combat, des cartes à piocher, de la vie, de l'or qui nous servira à acheter les fameuses cartes d'amélioration dont je vous parlais tout à l'heure et les cartes également. On va voir ça tout de suite. De l'autre côté, ce sera un niveau différent de puissance de loot. Ici, ça sera quasiment, vous le voyez chaque fois, des cartes en fonction du lancer qu'on aura et du niveau du boss. Ça sera chaque fois des cartes d'amélioration qu'on pourra mettre dans notre deck, sachant que notre deck, ça sera donc celui du personnage qu'on aura. On pourra augmenter ses capacités, améliorer nos possibilités, toujours avec un deck de maximum 50 cartes. Je vais générer mon donjon, restez assis, c'est parti. Voilà, le donjon est généré, donc avec les différentes tuiles, 1, 2, 3, 4 avec le portail, la case de départ en rouge. Je vais donc positionner mon héros, enfin le jeton à l'effigie de mon héros. Tous les héros sont présents dans la boîte. Hein. On n'en a pas fini avec cette carte parce que sur le côté droit, vous voyez, on va voir comment construire son héros pour le départ en fonction si vous êtes 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Eh bien, on aura plus ou moins de points de vie de départ. Donc, si je joue en solo, par exemple, j'aurai 35 points de vie pour débuter. Si je joue à 2, 18 points de vie pour débuter, etc.
Ensuite, ça nous dit de distribuer 2 potions de départ parmi l'équipe. Ces potions, elles serviront à tout moment en début de phase, on va le voir, de pouvoir faire l'action qui lui aura marqué tout en dessous de la fiche de niveau. Ça sera toujours pour regagner des points de vie. Ici, ça nous dit qu'on gagnera 3 points de vie si on décide de la dépenser, plus 1 si on a pu récolter plus ou moins de faces de fragments de dés qu'on aurait positionné donc tout à la fin du plateau. Et avec les boss, ça sera essentiellement de la vie. Mais l'autre utilisation, c'est que si un de nos compatriotes, un de nos collègues d'aventure tombe au combat, on devra obligatoirement dépenser le jeton de potion pour le ressusciter, tout simplement, et on lui générera qu'un seul petit point de vie. Si on n'a plus de potions pour ressusciter nos compatriotes, terminé. Donc le jeu, c'est vraiment coopératif. S'il y en a qui tombent, il va falloir les ressusciter. Il va falloir toujours être debout. Si on ne peut plus faire revivre un de nos amis, terminé. Donc attention. Pour déterminer le premier joueur, tout simplement, on va prendre chacun le dé à 20 faces, on le lance. Celui qui a le score le plus élevé va débuter la partie et on va jouer chacun notre tour dans le sens horaire. Les tours de jeu dans Dastronaut Adventure sont plutôt simples. D'ailleurs, on a tous pu récupérer en début de partie aussi cette carte qui va nous servir pour connaître et pour pas se perdre un petit peu dans l'ordre de tours de jeu. D'un côté, c'est pour le portail, pour les donjons, et de l'autre côté, c'est le scénario à suivre pour les batailles contre les boss. Donc, on va commencer avec ceci, on va voir en détail l'ordre de tour. Tout commence avec la dépense de nos potions. Si on le souhaite, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir dépenser notre potion en tout début de manche. Ensuite, on aura le choix, soit de se déplacer, soit de combattre un ennemi, un serviteur avec lequel on serait déjà engagé. Pour bouger, c'est tout simple, uniquement de manière orthogonale, gauche, droite, en haut ou en bas, jamais en diagonale. On va se déplacer d'une case au minimum sur une tuile qui n'a pas été dévoilée. À ce moment-là, on va explorer la tuile, on va regarder ce qui s'y passe. Par contre, si on avait exploré la plupart des tuiles et qu'on veut aller à l'autre bout du donjon, on pourra très bien passer par-dessus des tuiles qui ont déjà été explorées. Mais à aucun moment, on pourra se déposer sur une tuile déjà explorée où il n'y a plus rien à faire. Et interdiction aussi de se déplacer sur une case où il y a déjà un autre héros, à moins que celui-ci soit déjà engagé dans un combat et qu'il n'ait pas réussi à s'en défaire assez rapidement pendant son tour de jeu. Interdit aussi de se reposer, de se mettre sur une tuile inexplorée. Il faudra toujours, soit dévoiler une tuile qui n'a pas été dévoilée, soit rejoindre un ennemi pour le combattre. Qu'est-ce qu'on fait quand on va aller explorer? Sur la première tuile, ici, dans cette configuration-là, je n'ai pas de loot, mais s'il y en avait un, s'il y avait du butin, je le récupère tout d'abord. Si c'était une potion, eh bien, je la mets sur ma tuile de personnage. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté mon personnage, donc voilà, on a ici le plateau personnage, la fiche personnage avec ses différents pouvoirs. Ici, ce seront des esprits que je pourrais générer. Les différentes attaques, ma défense juste ici, mon pouvoir passif qui me permet d'augmenter, d'améliorer, enfin, en tout cas de générer ou d'améliorer un esprit, mon deck principal, les 4 cartes que j'aurais tirées comme dans le jeu classique, 4 cartes pour débuter et 2 points de combat. Pour tout connaître des règles précises et détaillées, je vous laisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regarder la vidéo explicative en lien dans la description. Donc j'ai placé, je pourrais donc placer ma potion sur ma tuile personnage. Si je vais à un endroit où il y avait un fragment de dé, eh bien je le positionne à la fin du donjon. Et quand j'aurai réuni les 3, le but, ça sera d'arriver à cette tuile-là pour aller battre le sbire. Et si je récupère du butin, ici on en voit qu'il y a des niveaux 1 et de niveau 2, alors tous les personnages, tous les héros, je dis bien tous, on va jeter notre dé à 20 faces, regarder quel chiffre ça nous fait et récupérer le butin. Ici, on y gagnerait des jetons d'attaque pour augmenter notre attaque de 1 ou 2 quand on le souhaiterait. Ici, des points de combat pour acheter toujours plus de cartes. On pioche, on gagne de la vie, on récupère de l'or pour acheter des cartes en fin de partie. Et ici, ça serait des cartes en fonction de la rareté, tu aurais marqué, qu'on devra positionner selon la colonne adéquate de notre plateau de personnages. Une carte commune, je la mets sous la première colonne et sans jamais la regarder. On va voir ça à la fin parce que ce sont des cartes qu'on pourra acheter sans les regarder pour 10 pièces d'or. Je la mets directement dans mon deck. La deuxième colonne pour les cartes rares, la troisième colonne pour les cartes épiques et la dernière, bien sûr, pour les cartes légendaires. Toujours sans les regarder. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, tout simplement, on va retourner la tuile sur laquelle on vient de se déplacer et on va regarder s'il y a un bonus actif sur la partie gauche de cette tuile. Comme c'est le cas sur la tuile qu'on vient juste de retourner, ici, je gagne un jeton d'or, donc je vais augmenter mon or sur le cadran adéquat et qui va m'augmenter mon or.
Ensuite, on va activer l'effet de la tuile qu'il a marqué tout en bas. Ici, l'active player, donc c'est le joueur actif, donc c'est moi, va devoir défausser, défausser un statut positif. Ben là, j'en ai pas. Et je reçois 2 dommages qui sont imparables pour connaître les capacités de combat et d'attaque et de défense. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On regarde sur la partie droite et on va générer un serviteur. Ici, ça sera un serviteur de niveau 1. Alors, je prends le paquet de serviteurs de niveau 1, je le mélange et on en tire un au hasard. Et je viens de tirer un lézard. Voyons un tout petit peu ce qu'il y a décrit sur cette carte. On voit en haut à gauche le niveau, ensuite le nom qui est juste à côté, les points de vie et les points de combat qu'il a en tout début de manche, qu'on va pouvoir générer donc sur les cadrans adéquats. Il y en a 4 dans la boîte. Ensuite, on voit tout en bas son objectif de lancer. Ici, ce sera de faire des soleils et le 6 en rouge, c'est le dé enflammé. Ça va être un objectif dans ces lancers parce que les lancers de dés, autant nos héros, bien sûr qu'on les manipule soi-même, mais les ennemis, il va falloir aussi les manipuler nous-mêmes. Et pour pas tricher, eh bien, on a un objectif. Dès que cet objectif est réalisé, on arrête les lancers de dés. Et comme pour les héros, dans les phases de lancer offensif, on aura 3 tentatives pour réussir notre attaque. Nos héros ont plusieurs attaques à leur disposition. Les ennemis, ils en ont souvent une, des fois 2. Mais voilà, il faudra réussir cette combinaison-là pour déclencher l'attaque, respecter ce qu'il y a marqué juste en bas. Et ensuite, ce sera à notre tour de se défendre. Quand on va l'attaquer, on a juste en bas une capacité de défense. On n'aura qu'à respecter ça aussi. Et voilà, on a déjà fait le tour de notre premier ennemi. On vient de le dévoiler, c'est le moment d'engager le combat. Comment ça va se passer? À moins qu'il y ait inscrit à un endroit donné de cette carte-là un first strike, c'est-à-dire que c'est lui qui va mettre le premier coup et auquel cas c'est lui qui va commencer le combat. S'il n'y a pas marqué ça, comme c'est le cas ici, eh bien c'est toujours le héros qui va débuter le combat. Là aussi, et avant de débuter le combat, on peut regarder et suivre tout simplement sur la fiche aussi ce qu'il y a d'inscrit. Et comme je vous le disais, à début de chaque phase, on va avoir le choix de dépenser ou non les jetons potions qu'on aura à notre possession. Et ensuite, c'est parti. Donc, disons que je commence à jouer, eh bien là, je fais un tour classique comme dans Dice Throne classique. Je vais donc avoir ma phase d'entretien pendant laquelle je vais résoudre les effets, les altérations d'état, souvent positives, mais aussi les effets négatifs. Ma phase de revenu, je monte d'un cran mes points de combat et je pioche une carte. Donc, je commencerai le premier tour avec 5 cartes. Et ensuite, c'est parti. Je fais ma phase principale numéro 1, je génère des cartes, j'améliore mes compétences, je vends des cartes si je le souhaite pour un point de combat. Ça, c'est les règles classiques. Le lancer offensif avec mes 3 tentatives pour tenter de faire la combinaison la plus efficace possible et la réaliser. Le ciblage, il n'y en a pas forcément parce que là, on va cibler forcément l'ennemi qui est en face de nous. Et ensuite, le lancer défensif, ça sera pour l'adversaire. Et cette fois-ci, c'est ici qu'il va falloir regarder. Et là, je prends donc les dés de KO. Ils me disent, par exemple ici, d'en prendre 3. Je les jette et je vais voir ce qui se passe. Je vous rappelle, les défenses, c'est qu'un lancer. Les attaques, on ajoute à 3 tentatives. Si j'ai réussi à me défaire de l'ennemi, eh bien, je défausse cette carte et on va tous gagner, hop là, juste ici, on va tous gagner un butin de niveau 1. Et je me répète pas, on refait ceci, chacun génère ce qu'il a gagné et c'est au joueur suivant d'engager la partie. Il va se déplacer, peut-être combattre quelqu'un, etc. Par contre, si j'ai pas réussi à m'en défaire, c'est à lui de jouer. Il va faire sa tentative pour arriver à faire cette combinaison-là. S'il y arrive, il va faire ceci. S'il n'y arrive pas, eh bien c'est perdu pour lui, à moins que il y ait un jeton de main du roi. Certains ennemis vont avoir un jeton de main du roi. Le nombre de jetons qu'on pourra générer sur cet ennemi-là sera défini par le scénario qu'on pourrait retrouver. Voilà, ça serait marqué tout en bas de la tuile scénario. Et à ce moment-là, si on échoue une attaque, on va pouvoir dépenser ce jeton, lancer un dé du chaos sur un 4. Hop là, sur un 4, un 5 ou un 6, il aura une autre tentative de lancer offensif avec ces 3 tentatives. Auquel cas, s'il fait un 1, 2 ou 3, eh bien tant pis, c'est perdu et ça, on continue de jouer. La deuxième façon d'utiliser et de dépenser ces jetons de main du roi, s'il y en avait, encore une fois, il y a certains ennemis, surtout les ennemis de niveau 4, qui peuvent en avoir. La deuxième façon, c'est si on arrive, c'est la meilleure attaque ça, si on arrive à faire une attaque ultime avec notre héros, eh bien lui devra dépenser, on devra dépenser pour lui ce jeton de main du roi, faire la même chose, on jette un dé de KO, 4, 5 ou 6 et notre attaque ultime échoue, et ouais, les attaques ultimes elles peuvent échouer dans cette configuration Adventure de Dice Throne, et auquel cas si on fait 1, 2 ou 3, eh bien on continue la partie et il se prend tout dans les dents. Bon,
Ça, c'était pour le donjon. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à trouver et réussir à attraper les 3 fragments sans mourir. On va essayer de toute façon. Arriver au portail, on voit ce qui se passe, etc. Des tuiles, il y en a un paquet. Une toute petite spécificité vis-à-vis des attaques de certains ennemis. Vous avez vu, certaines fois, il faudra faire des combinaisons. Là, c'était plutôt simple. Une fois qu'on arrive à faire cette combinaison-là, on arrête les lancers de dés. Mais parfois, il faudra faire des suites. Vous savez, il y a les petites suites et les grandes suites. Et là, c'est un tout petit peu particulier. La particularité, c'est que si il y a 2 chiffres identiques dans le lancer, on prend tous les chiffres identiques pour qu'il n'en reste que 1 de chaque, finalement, et on va relancer ces dés. Si on a, par exemple, dans cette configuration-là, avec un 1, 3, 4, 5 et 6, le 6 fait partie d'une petite suite, donc je vais prendre le 1 et le relancer. Par contre, si aucune des suites n'a été réalisée, je prendrai le 1 et le 6, par exemple, dans cette configuration-là, et je devrais régénérer un lancer de dés. Bien sûr, la première aventure, vous allez la réussir. Quoique, moi, je vous avoue, je l'ai raté au tout début parce qu'il y a certains personnages qui sont très difficiles. Pas de gain de vie, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, si vous arrivez à finir donc le premier donjon, le premier portail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on va pouvoir inscrire sur notre feuille de campagne que je vous ai présentée tout à l'heure, pas mal de choses. Ce qui lui aura marqué tout d'abord, c'est le scénario numéro 1 et le nombre de potions avec lequel on a débuté. On l'a vu tout à l'heure, c'était 2 pour toute l'équipe. En fonction du nombre de potions qu'il me reste, eh bien, je vais marquer le chiffre adéquat dans la case juste en dessous, la première en vert, que je vais pouvoir reporter pour le prochain scénario. Donc, plus je me les mets en réserve et plus je vais débuter avec de la ressource pour la manche suivante. Ensuite, toute l'or qui n'aura pas été dépensée, eh bien, pour 5 or, je vais marquer 1 point. Ensuite, tous les coffres qui n'auront pas été dévoilés, je vais mettre 1 point par coffre que je n'aurai pas ouvert. Si l'équipe a réussi à explorer, à dévoiler l'ensemble des tuiles du donjon, eh bien on marquera 5 points bonus dans la case juste en dessous. Le score de scénario, je vous l'avais dit, c'est 20 pour une partie facile, il y a une carte pour ça, 20 pour une partie facile et 30 pour une version difficile du jeu. Hop, on les voit juste ici, 20 pour la partie normale et 30 pour une partie difficile. Je mets tout en bas sur la case en bas mon score final. Le but sera de faire le score le plus élevé et attention, on prendra moins 10 dans les dents à chaque fois qu'on perdra un scénario sans rien écrire dans la partie verte. Je gagne, j'écris en vert, je perds. J'écris en rouge et je retente le scénario avec différents bonus qui sont inscrits sur la partie droite de la fiche de campagne du scénario. C'est marqué juste là. Et bien d'ailleurs, regardons ce qui se passe si je gagne ou si je perds. Si je gagne, je pioche 3 cartes vertes dans ce scénario et une carte bleue, donc 3 communes et une rare. Et si je gagne, je fais exactement la même chose. L'or qu'on aura réussi à amasser va servir ici pour acheter des cartes. Si je veux acheter des cartes communes, elles seront moins chères, bien sûr, que les cartes légendaires. Bien sûr, au début, on n'en a pas, mais pour savoir combien de cartes je vais pouvoir acheter avec l'or amassé, j'ai qu'à suivre la marchande. Donc, les cartes de niveau commun ne coûtent pas trop cher, 10. Par contre, les légendaires, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, sachant que l'or généré, c'est pour tous les joueurs. Donc attention à bien vous entendre pour savoir comment vous allez manipuler votre jeu. Et l'or qui n'aura pas été dépensé, on gagnera des points comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour le score final. Et comme on l'avait vu aussi tout à l'heure, les cartes qu'on aurait pu planquer avec le loot qu'on aurait fait pendant la partie, eh bien on va pouvoir, si on le souhaite, pour 10 pièces, c'est marqué d'ailleurs juste ici, je peux tenter de ne pas les regarder, la mettre dans mon deck pour 10 pièces. Si on avait des cartes identiques d'un niveau inférieur, on pourra repiocher une carte au hasard, on la perd pas. Et par contre, voilà, s'il y a des cartes qui ne nous intéressent plus, on peut les vendre. Hop là, je crois que c'est marqué là. Voilà, pour 5 pièces d'or, on pourra vendre ces cartes-là, sachant que on ne pourra vendre que les cartes de cette version-là du jeu. On ne pourra pas vendre nos cartes de base. C'est stipulé dans les règles de jeu, c'est celles qui sont avec des cristaux tout autour. Bon, on a vu pas mal de choses, il nous reste quelque chose à aller regarder, je crois que ça vous intéresse, c'est les combats de boss. Des boss, il y en a 4, je vous l'ai dit, c'est 4 héros bien connus de la saison 1 et de la saison 2, et personnellement, ça fait partie de mes personnages préférés aussi. Je vous le dis pas, je vous laisse la surprise, je vous laisse juste regarder un tout petit peu, juste le haut des tuiles. Il y a 4 personnages, ce sont des héros déchus qui ont préféré servir le roi fou plutôt que de mourir. Donc on va les retrouver dans une version un petit peu ténébreuse, avec des nouvelles capacités. Et là aussi, ça va être aux héros, aux joueurs dans la communauté, de gérer aussi le boss dans son combat. Et franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Comment ça se passe pour les boss? Eh bien, comme j'ai fini le niveau 1, je prends le niveau 2. Et ici, j'ai qu'une
feuille, j'ai qu'une carte de niveau 2, c'est le barbare en version maléfique, le barbare déchu. Je le prends et comme tout à l'heure, je respecte juste ce qu'il y a marqué. Je vous le rappelle, il y a tout qui est en anglais, mais là, si vous participez au financement participatif, c'est pour la version française. Quand on voit la qualité de traduction des cartes et du jeu dans la saison 1, on peut être que sûr que ça va être super bien traduit. Donc voilà, ça reste très compréhensible en anglais pour ceux qui peut-être voudraient voir le jeu, avoir en tout cas le jeu en VO. On a le barbare, on a les pouvoirs que vont nous donner la dépense de potions. Cette fois-ci, c'est de gagner 6 points de vie. Et ensuite, comment on va débuter avec nos héros. Cette fois-ci, eh bien, le nombre de points de vie, par exemple, pour ce boss-là, ça sera 50 pour chacun. Qu'on soit 1, 2, 3 ou 4, ça sera le même point de vie. Comment on va préparer le boss? Le boss setup qui est juste en dessous, cette fois-ci, ça sera en fonction du nombre de joueurs. Qu'on soit 1, 2, 3 ou 4, les effets vont être différents. Par exemple, ici, on débutait l'aventure à 2, on va dire, eh bien, on mettrait 70 points de vie à notre boss pour débuter. Ensuite, on a les améliorations, les points de combat d'amélioration, pardon. Upgrade CP. C'est très particulier. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a 2 paquets de cartes pour chacun des boss. On a un paquet de cartes d'amélioration. Hop, c'est ceci. Donc, ce sont les attaques qu'on va pouvoir améliorer comme dans le jeu de base et comme ça avec nos propres personnages. Ça, c'est un deck vraiment à part. Et ensuite, on a un deck d'action. C'est le deck avec lequel le boss va jouer. Donc, on mélange tout d'abord le deck d'amélioration et on va pouvoir acheter au fur et à mesure qu'on va dévoiler les améliorations qu'on va positionner sur son plateau de personnages. Les points de combat d'amélioration, ce sont ceux-là. Donc là, sur une version à 2 joueurs, le boss commencera avec 8 points de combat. Donc, on va révéler les cartes. On va voir s'il peut les acheter. Pour 2, oui. On le diminuera le cadran dédié à ça, donc de 2. On le mettra sur la case adéquate. Et on continue. Ici, j'ai 2. On la met sur le plateau. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on ne puisse plus dépenser 2 points de combat pour l'amélioration du boss en tout début de partie. Si vous avez déjà joué au jeu original, vous savez qu'il y a des niveaux 2 et des niveaux 3 pour certaines compétences. Si on a déjà positionné une compétence de niveau 3 et qu'on pioche par la suite une compétence de niveau 2, pas de souci, enfin pas de souci. Pour les héros, ça aurait été bien, mais pour le boss, c'est encore mieux. On va tout simplement défausser cette carte de niveau 2 sans générer de points de combat, comme ça aurait pu être le cas avec nous quand on décide de défausser des cartes, qu'on génère à chaque fois un point de combat. Mais on va continuer de piocher jusqu'à ce qu'on ne puisse plus dépenser de points de combat pour améliorer ses capacités. Une fois que c'est fait, on va tourner jusqu'à lui redonner 2 points de combat pour débuter la partie, comme c'est marqué sur la carte de scénario. Et c'est parti. On débute la partie comme dans le jeu original avec 4 cartes, 2 points de combat pour chacun des héros. Comme tout à l'heure, s'il n'avait pas marqué First Strike, eh bien, ça sera toujours au héros de commencer, en commençant par le joueur avec le dé à 20 faces le plus élevé, et c'est parti dans le sens horaire. Les combats sont plutôt simples, ça va être à chaque fois du duel. Le phase de ciblage sera toujours l'attaquant ou l'assaillant que l'ennemi va attaquer. Donc je commence, je vais l'attaquer, il va se défendre ou pas. Ça va être à son tour de m'attaquer, je vais me défendre ou pas. Et ensuite, ça va être à mon ami à ma gauche de faire de même. Donc à chaque fois, ça va être comme ça. Mais ce qui est intéressant dans le mode coop, c'est que les cartes qu'on a en main, on va peut-être pouvoir s'en servir pour améliorer les capacités, les compétences de notre joueur à notre gauche pour que son tour de jeu soit peut-être plus efficace. Et c'est là que l'utilisation des cartes est plutôt maligne, plutôt. C'est totalement différent, on va réfléchir différemment parce que là, on va vraiment s'aider entre nous. Et comment se passent les tours de jeu face à un boss? Et on retrouve notre carte, cette fois-ci version boss, et on va tout simplement suivre tout ce qu'il y aura marqué dessus. Comme tout à l'heure, je pense que vous l'avez compris, on va décider ou pas de dépenser nos potions pour gagner des points de vie en fonction du scénario qu'on aurait dévoilé. Ici, ça serait 6. Ensuite, c'est la phase de héros. On va jouer un tour classique et ensuite, c'est au tour du boss. Et là, c'est vraiment particulier. Il y a un petit twist qui est vraiment très sympa à manipuler. Comme pour les héros, le boss commence par gagner un point de combat et ensuite, on va révéler la première carte de son deck d'action. Et en fonction de la carte qui aura été dévoilée, soit une carte bleue de phase principale, soit une carte orange de phase de lancer, eh bien les effets vont être un tout petit peu différents. Si la carte a un petit logo avec un bonus dédié sur cette carte, eh bien c'est le héros en tant que joueur actif qui va pouvoir récupérer immédiatement ce bonus, que ce soit de l'or, une potion, des points de vie, tirer des cartes, etc. Il y a pas mal d'effets différents. C'est au héros en cours de gagner donc ce bonus.
Si pendant la phase de pioche, eh bien on pioche une carte bleue, donc une carte de phase principale, et que le boss peut dépenser ses points de combat pour racheter cette carte, alors on va résoudre tout simplement l'action de cette carte. S'il ne le peut pas, qu'il n'a pas assez de points de combat à dépenser pour racheter et pour activer cette carte, alors on va tout simplement la défausser, et celui-ci va gagner un point de combat en compensation. Si la carte à piocher est une carte orange, une carte de phase de lancer, pour l'instant on va l'ignorer et on va voir ce qui va se passer pendant la phase de lancer offensif. Qu'est-ce qui se passe pour la première phase de lancer, la phase de lancer offensif? Eh bien, comme pour les sbires, on prend les 5 dés de KO et on les jette. Mais avec quel objectif, vous allez me dire? Eh bien, c'est là qu'on va regarder la dernière carte qu'on aura révélée. Car tout en bas, il y aura une combinaison. Et c'est cette combinaison-là qu'on va tenter de faire au maximum avec, comme toujours, 3 tentatives. Une fois que les 3 tentatives, au moins si on était arrivé à faire l'objectif réel, aura été fait, eh bien on va regarder l'ordre de priorité des attaques, car chaque attaque a une sorte d'initiative. On va regarder parmi la combinaison, avec l'initiative la plus haute, quelle capacité on va pouvoir activer, jusqu'à qu'on puisse les faire ou pas. Je vous le rappelle, si on peut le faire, eh bien on attaque, très bien. Si on n'a aucune attaque à réaliser et que le boss possède un jeton de main de roi, on devra le dépenser, il jettera le dé de KO pour tenter de faire un 4, un 5 ou un 6, et ainsi refaire en entier une phase offensive, une phase de lancer offensif. Si le boss avait pioché une carte orange, une carte de phase de lancer, c'est le moment pour lui de dépenser le nombre de points de combat qui est demandé par cette carte pour pouvoir l'activer. Et comme pour les cartes bleues qu'on a vues précédemment, s'il ne peut pas dépenser les points de combat demandés par cette carte pour activer son pouvoir, alors on la défausse et il gagnera un point de combat en compensation là aussi. La phase de lancer est presque terminée, la phase de ciblage, il n'y a pas à la faire, ce sera le héros actif qui se prendra les dégâts dans la face si l'attaque a réussi. Et ensuite, on passe à la phase de défense. Et là, c'est au héros de tenter tout ce qu'il peut pour essayer d'encaisser le moins de dégâts, de se soigner, de contrer, etc. Ça sera selon le personnage que vous avez et votre stratégie. Et on continue ainsi de suite jusqu'à que le boss soit défait, jusqu'à qu'on arrive à battre, à détruire le boss. Et bien là, on va gagner encore une fois, comme tout à l'heure, comme on avait avec les donjons. Et bien ici, on regardera si on perd ou si on gagne, qu'est-ce qu'on va faire. Si on gagne, eh bien on va faire du loot, mais cette fois-ci, pas sur cette face-là, mais sur cette face-là, boss, on gagnera des cartes. Mais cette fois-ci, les cartes-là, on va pas les mettre dessous, on va les récupérer directement dans notre deck selon le lancer qu'on aurait fait. On la met directement dans notre deck. On peut pas avoir 2 cartes avec le même nom. À vous de choisir quel niveau vous souhaitez garder. Et si vous pouvez pas la garder, si vous devez vous défausser d'une carte, eh bien, ça sera un point de plus dans la case, hop là, scénario, juste ici. Ça sera un point de plus par carte défaussée qu'on mettra dans la case, dans la colonne de ce scénario. Eh bien, voilà, on y est presque. On a vu les phases d'exploration avec les donjons, les portails, ce qu'on a fait, ce qu'on pouvait faire. On a vu les boss. Il y a d'autres modes de jeu, boss versus autres joueurs que vous pourrez mettre en place, boss versus boss, si vous voulez jouer en 1 contre 1 avec les boss et les différents personnages maléfiques qu'il y a dans la version Adventure. Et puis voilà, il y a quand même pas mal d'heures de jeu, pas mal de rejouabilité, je pense, avec les personnages. Bien sûr, il y a des personnages qui seront un peu plus avantagés dans ce jeu-là, sauf si vous êtes un expert du jeu, plusieurs modes de difficulté. Il y a les paquets de cartes aussi, Legacy, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai vraiment hâte de regarder ce qu'il y a dedans. Le matériel est pas mal du tout, hein, on le sait. Si vous avez la saison entre les mains, on se retrouve avec la même qualité, avec les mêmes dés, la même finition. Les cartes sont juste magnifiques. Tout est bien édité. On peut, parce que regardez, la fiche de score, c'est vrai que il n'y a qu'une face recto verso, mais on peut aussi aller les chercher, les télécharger, les imprimer sur Internet. C'est marqué juste en bas. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Il y a pas mal de choses à faire. Je trouve quand même peut-être à 3 ou 4, c'est un peu longué. On joue chacun son tour, donc il y a beaucoup de temps mort finalement. Je trouve que c'est idéal en solo. À 2, c'est vraiment chouette. Et surtout qu'à 2, il y en a un qui va jouer et l'autre va jouer l'antagoniste. Donc il n'y a jamais finalement de temps mort. On va prier pour que cette fois-ci, oui, notre ami adversaire finalement fasse des lancers tout pourris qui n'activent pas les capacités. Donc voilà, il y a cette tension aussi. Il y a le hasard qui est toujours là, les ennemis qui vont pouvoir parfois même se défendre vis-à-vis d'attaques ultimes. Bref, ils ont fait, je trouve,
du très bon travail. Ça reste très accessible finalement, c'est à partir de 8 ans. Pour des parties quand même qui durent 1 heure par scénario à peu près. Et bien voilà les amis, on a vu ensemble les règles détaillées de Dice Throne Adventure. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ce fabuleux jeu. Je vous présenterai, promis, sur la chaîne des parties live pour voir là les règles. C'est bien, jouer, c'est quand même un petit peu mieux. Donc je vais vous présenter des vidéos de plateau, comment on va y jouer, peut-être à 1, peut-être à 2. On verra, ça va arriver dans les tout prochains jours. Donc restez connectés si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a autant plu qu'à moi, eh bien dites-le moi, faites-le moi savoir. Des pouces, des commentaires, allez-y, abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait. Moi, je serai toujours ravi de vous présenter de nouvelles vidéos. Je serai toujours présent ici pour continuer de partager cette passion du jeu de société. Et sur ce, eh bien, je vous laisse avec ceci, le catalogue de vidéos qui est juste ici pour voir les dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!